Si vous avez plus de 25 ans, vous ne connaissez certainement pas Jérém Star. Il est pourtant l'idole de centaines de milliers d'adolescents, les Jérém Starlet. Journaliste spécialiste de télé-réalité, vous êtes Jérém Star, le Paris Hilton français. Vous êtes suivi par 1,3 million d'ados sur YouTube et vos vidéos sont vues jusqu'à 7 millions de fois. Voilà. Sur Snapchat, vous êtes suivi par 800 000 personnes et vous êtes numéro 1 en France. En 2016, vous avez été, Jérém Star, le Français le plus recherché sur Google et la 3e personnalité derrière Kim Kardashian et Céline Dion. Eh oui, eh oui. Vous publiez Télé-réalité, le manuel pour percer chez Hugo et compagnie. On en reparlera, mais commençons par vous. Oui. Jérémy Gisclon. Oula, faut jamais dire mon nom, mon Dieu. Ah oui, ça c'est... Oui, alors à l'école, Giclon, Giclé, bon. Ouais. Pas grave, Giclon tous ensemble. Non, ça se dit Gisclon, hein. Le S, ceci dit, n'est pas muet, ouais. Gisclon. Ouais, Gisclon. Vous êtes né le 4 janvier 1990 à Lyon. Oui. Père maquettiste au journal Le Progrès. Votre mère travaille dans les ressources humaines. Vous êtes fils unique. Vos parents divorcent quand vous avez 7 ans. Enfant, vous souffrez, Jérémy, d'un manque d'amour. La première fois que votre mère vous a dit « je t'aime », c'est en découvrant votre portrait dans Libération. Bah, c'est vrai que j'ai grandi, on va dire, dans un cadre familial où on est très pudique. Ouais. On ne se dévoile pas nos sentiments. Ma mère n'a pas toujours compris ma carrière. Elle aurait aimé que je sois médecin, chirurgien, je sais pas, avocat. Non, je suis devenu spécialiste de la télé-réalité. Elle vous aime. C'est votre maman. Honnêtement, je le sais très bien. Chaque mère aime son enfant, évidemment. Mais c'est vrai que je me suis demandé un jour pourquoi on me l'avait jamais dit. Et j'aurais aimé qu'on me le dise peut-être plus souvent. Maintenant, je lui en veux pas. Elle a été parfaite jusqu'à présent, mais voilà. Vous allez me faire chialer, Thierry. Au collège, vous faites traiter de pédé. Oh. Bah oui. Et vous fuyez les gens qui vous critiquent, en fait. C'est pas une bonne époque. Je pense qu'à l'époque, le harcèlement scolaire, on n'arrivait pas à mettre un nom dessus. Aujourd'hui, on le met. À l'époque, pas forcément. Voilà, je me suis pas suicidé, j'ai pas eu d'envie. Voilà, j'ai très bien vécu les choses, j'ai été fort. Mais effectivement, voilà, et c'est important aussi pour tous ces jeunes, tous ces gays voilà, qui me suivent, de montrer qu'on est comme on est, chacun est libre d'être ce qu'il a envie d'être et qu'on emmerde la terre entière. Absolument. Alors, en 2001, vous avez 11 ans et vous avez un choc en découvrant le Love. C'est une révélation, Love Story. Ah bah alors, je ne comprenais pas qui est cette Loana Siliconée. Déjà, je connaissais pas les seins, je les ai jamais connus d'ailleurs. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ces rats de laboratoire? Et très vite, j'ai accroché après. C'est vrai qu'à l'époque, candidat de télé-réalité, c'était pas encore finalement un métier comme aujourd'hui. Ouais. Ah bah à l'époque, on avait des candidats, ma foi, qui ne savaient pas du tout où ils étaient, donc c'était pour le coup beaucoup plus spontané, naturel. Ouais. Aujourd'hui, candidat de télé-réalité, oh là là, c'est une industrie, on est recyclé, c'est le tri sélectif. Toutes les ordures vont d'émission en émission, non mais c'est ça. Alors vous dites, le candidat de la télé-réalité est un artiste à sa façon. Il est à la fois le peintre de sa vie et son unique modèle. Et c'est vrai que c'est la définition du dandysme, en fait, parce que le dandysme, c'est faire de sa vie une œuvre d'art. Donc le candidat est un dandy, en fait. Bah, le candidat, de toute façon, n'a personne d'autre à admirer que lui-même. Ouais. Aujourd'hui, pour réussir en télé-réalité, comme je le dis dans mon livre, il faut être vicieux, pernicieux, manipulateur et surtout égocentrique. Alors, à la même époque, vous êtes un fan inconditionnel de la Starac. Oui, on a grandi ensemble, Nikos. Vous dites, je pleurais quand Lydie Frégé gagnait. Je la traquais dans les hôtels pour la photographier. Ouais. J'étais en larmes quand elle gagnait, j'étais devant ma télé, ma mère n'en pouvait plus. Ça hurlait jusqu'à minuit, elle voulait dormir. Hein, elle Vous avez un truc, je hurle. Je hurle. Elle hurlait. C'est son gimmick. C'est mes gimmicks, ouais. Tu devrais le mettre dans tes sampleurs, ça cartonne. Oui, t'as raison. Et Élodie Frégé, j'étais fan. Et effectivement, à l'époque, oui, j'arpentais les hôtels, Nolwenn. D'ailleurs, je l'ai encore, il y a de ça encore un an, je la poussais à bout au téléphone, Nolwenn, en lui chantant ses chants bretons sur son téléphone. J'entends le roux, le Renoir et la beurette, tout le temps. Mais j'étais fan. Sacré Jérémy. Alors bref, vous aussi, vous voulez votre quart d'heure de gloire. Vous harcelez les boîtes de prod pour faire de la télé-réalité.
mais ça ne marche pas. Et là, vous décidez, Jérémy, une nouvelle stratégie, c'est associer votre nom à quelqu'un de connu. Et à Los Angeles, vous allez sonner à la porte de Paris Hilton. On regarde. La phrase. Va pas en prison, ne va pas en prison. C'est votre premier fait d'armes, en fait. Ouais. Bon, elle peut quand même me remercier parce qu'à l'époque, je lui ai rendu sacrément service parce que c'était la veille qu'elle aille en prison. Donc elle a fait sa bonne action, elle ouvre la porte à un petit Français. Et là, pour vous faire remarquer, vous vous lancez dans un blog érotique, un calendrier sexy et des striptease dans les boîtes gays. Vous avez fait des striptease dans les boîtes gays? Ouais, si on peut appeler ça striptease. Ça se terminait à Walpé ou pas? Non, ça va pas, non. Ah bon? Quand même. Un striptease à poil, mais t'es pas bien, toi? Mais elle est folle, celui-là. C'était une manière de faire mon coming out d'une manière un peu excessive. Ouais. J'avais eu tous ces ennuis au lycée, etc. Et je me suis dit, je vais montrer mon cul, je vais emmerder le monde entier. Et moi, ma spécialité à l'époque, c'était d'aller en boîte gay sans pantalon. Voilà, j'y allais le cul à l'air. Ah ouais. Ça m'amusait, ça choquait les gens, ça me faisait rire. C'est dangereux quand même. Non, il se passait jamais rien. Ah ouais. Non, bah Dieu merci. Voilà. Bah, vu qu'on parlait de la Starac et de ce début justement aussi où j'étais dénudé, à l'époque, on m'avait proposé effectivement de faire le casting en échange, ma foi, de faire une promotion canapé. Je suis content de ne jamais l'avoir fait. Mon anus est intact médiatiquement. C'était quelqu'un de chez nous? Ouais, tu te rends compte, Nico, sous les moments qu'on aurait vécu sur le Prime ensemble? Non, mais c'est vrai, c'était quelqu'un Ah oui, de oui. la prod. Ça sera pour un prochain livre, alors. Oui. Et votre maman, elle disait quoi quand vous faisiez du striptease gay? Non, mais c'était pas du striptease, c'était de l'effeuillage. Ah. Rien à voir. Non, j'avais des petits caleçons, ma foi, c'était rigolo, mais ça n'a pas duré longtemps. Très vite, je me suis rendu compte que ça n'était plus possible, que j'avais, Dieu merci, envie de faire quelque chose d'autre de ma vie. Bah, ceci étant, Jérémy, rapidement, là, vous passez à la télé en brandissant des godemichés sur les plateaux de Morandini et Coé. Ouais. Vous dites à l'époque, ça m'amusait d'être un parasite médiatique. Bah, je le suis toujours, hein. Ouais. Parasite médiatique, c'est quelqu'un, voilà, je suis très poil à gratter, je fous la merde, je balance des boules puantes. J'adore. Et vous êtes actif. Comment, passif. Ah, d'accord, passif, pardon. Non, mais je voulais pas dire ça. Je me comprends, mais ça n'a rien à voir. Votre seul objectif à l'époque, c'est de faire le zapping, en fait. Enfin, faire le zapping, oui, j'ai eu envie à un moment donné de voir ce que c'était ce monde de la télé. Aujourd'hui, du coup, plus du tout. Mais très vite, Jérémy, vous comprenez que ces apparitions ne vous mèneront pas très loin. Vous n'avez pas envie de vous retrouver dans la télé-réalité enfermé avec, dites-vous, des morues siliconées. Ouais, aujourd'hui, beaucoup prennent, enfin, en tout cas, les candidats, les productions prennent la télé-réalité comme quelque chose de premier degré. Elles ont toute l'impression d'être des stars, d'être les nouvelles Kim Kardashian. Non, mais c'est vrai. Alors, vous décidez, à ce moment-là, de passer du statut de groupie à celui de dénonciateur. Et à partir de 2011, Jérémy, vous développez 2 sites web, jeremstar.fr et gossip.fr, où vous multipliez les critiques et les révélations sur la télé-réalité. Et 4 ans plus tard, vous avez 150 millions de pages vues. Ça balance pas mal à Paris, ça balance pas mal. Ça balance pas mal à Paris, ça balance aussi. Alors, vos sources d'information, ce sont les Jérém Starlet qui balancent, hein. Ouh là là, pas que. Pas que. Les flics, les hôpitaux, Ah ouais. de partout. Il y a des matons Ouais. qui vous envoyaient des SMS pour vous raconter la vie de Nabila en prison. C'est-à-dire Ouais. Tout le monde balance. Vous dites à vos Jérém Starlet, si vous surprenez un people en train de tromper sa grognasse, contactez-moi. Il dit, c'est le régime de Vichy. Ouais. Tout le monde dénonce. C'est Quelle ça. horreur. Mais c'est ça, je suis halluciné. Hein. Je suis souvent convoqué au commissariat, au tribunal, parce que des flics me fournissent des logiciels internes, parce qu'on m'envoie des rapports médicaux. C'est sûr que c'est honteux, parce qu'il n'y a plus de secret professionnel, mais moi, ça m'arrange bien, merde. Mais vous les payez? Non, jamais payé pour quoi que ce soit. J'ai toujours eu tout. D'ailleurs, avant la presse People, j'ai ringardisé sans me vanter, hein, la presse People, puisque bien sûr. avec la périodicité, etc., moi, je Le balance closer tout. à côté de vous, c'est rien. Oh, Voici, c'est de la grosse rien. merde. En Ouais. plus, alors, il me plagie Non, mais toute la c'est journée. vrai. Ah, il me pompe toute la journée, vrai. il me vole mes titres, j'en peux plus. Vos fans, en fait, sont des concierges. Et votre site s'appelle La Conciergerie. Et votre marque de fabrique
et ça c'est très fort, c'est l'interview baignoire. Et vous dites la baignoire est le lieu où l'on vient laver son honneur, c'est pas mal. Ouais. On vient laver son honneur, on balance. La baignoire, si c'est une interview plate, ça n'a aucun intérêt. On balance, on fait du scandale, on révèle des choses. Ce qu'on peut dire, c'est que vous êtes le Hedwig Plenel de la télé-réalité. On regarde. Combien t'ont coûté ces 2 obus? Au moins 5 000 €, non? 6. 6 000? Une saison d'Hollywood Girl, ça va, c'est vite remboursé. Non, mais moi je fais pas les choses à moitié. Je suis pas partie au Maroc ou je ne sais où pour. Ah, t'as fait ça dans le meilleur chirurgien à Paris? Exactement. Attention, je vais embrasser les seins de Nabila. Ça me gêne. J'ai pas l'habitude, hein. C'est pas grave, tu les vois même pas. Avec Mais ils vont le pas me gars. sauter au visage? Non, t'inquiète pas. Oh mon Dieu! Maman, c'est le monde d'aujourd'hui. C'est pas moi qui l'ai inventé, maman. Moi, je le décris. Voilà. Ah oui. Alors, est-ce que vous avez un slip, là? Oui, mais je n'avais pas d'érection. Non. Non, ça m'a Et jamais rien elle est à fait. poil en dessous, non? Mais non, quand même. Ah ouais. J'ai assez vu d'horreur pendant la guerre, merde. Non. Alors, il y a la baignoire, mais il y a aussi la laverie. Alors, Oui. la laverie, c'est quand les candidats viennent laver leur linge sale. Ouais. C'est clair. On vient laver son linge sale en public, encore une fois, c'est un concept original. Ça balance plus que dans la baignoire, c'est-à-dire... Là, Ah c'est ouais. le carnage. La laverie, c'est le carnage. Oh putain, faut de l'adoucissant, sinon c'est foutu. Il y a le confessionnal. Le confessionnel, c'est des sujets un peu plus sérieux, voilà, des sujets qui me tiennent à cœur. Il n'y en a pas eu 36, il y a eu une ancienne candidate de Secret Story qui avait tenté de se suicider, qui avait été retrouvée inanimée dans sa chambre, qui m'a beaucoup ému parce que je m'attache à ces candidats. C'est horrible à dire, mais c'est un petit peu comme des animaux de compagnie, j'ai de la tendresse pour eux. Non mais c'est vrai. Alors, vous étiez célèbre chez les jeunes, mais c'est en 2014, suite à l'affaire Nabila, que le grand public vous découvre. Vous êtes invité partout, comme un spécialiste de la télé-réalité. Vous faites Bourdin. Ouais. Ah, c'est fou. Heureusement qu'au bout d'un moment, ça porte ses fruits, parce que je suis pas bénévole déjà. Je ne travaille pas voilà, pour le plaisir, si, mais pas que pour ça. Alors là, votre business explose, vous devenez booker, organisateur de soirées, acteur dans des pubs. Mais c'est un peu le burn-out, parce que vous travaillez énormément, effectivement. Mais financièrement, ça marche. Aujourd'hui, l'entreprise Jérém Star a 5 salariés, 800 000 € de chiffre d'affaires en 2016. Vous êtes numéro 1 français sur Snapchat. Quand vous postez une vidéo, 30 000 personnes l'ont vue 3 minutes après. C'est un rêve. 1 million de followers sur Twitter et Facebook. 3e people français recherché sur Google. Et l'amour dans tout ça. Alors, il y a eu Mathias. Mathias, c'était violent. Et le problème, c'est que vous avez fini par y prendre goût. Oui, bah après... Vous c'est avez vrai- perdu le contrôle à un moment, quoi. Ouais, non, j'ai toujours eu, on va dire, une attirance pour des Pour les mecs... connards. Ouais, pour les connards, pour des mecs un peu virils. Mais c'est vrai que, honnêtement, quand Mathias vous trompe, un câlin et vous lui pardonnez. Un câlin ou l'illusion d'être aimé. Aujourd'hui, vous recherchez un bel arabe, Oh putain. plus âgé et un peu brut. Je vais à Marrakech demain, je vais te faire ton marché. T'en connais un? J'en connais beaucoup. Ah bah oui, bah envoie. Ah bah oui, mais envoie-moi les photos. Mais bon, dans la vie, sérieusement, vous êtes seul. Oui, dans la vie, je souffre de ce qu'on appelle la solitude à plusieurs. Si maman si maman si Tu voyais ma vie. je pleure comme je ris, si maman si, mais mon avenir reste gris. Eh oui. Votre rêve aujourd'hui, c'est de trouver l'amour. Mais c'est vrai que le soir, dans votre lit, vous avez des crises d'angoisse. Vous avez peur de la mort, hein? Ouais. La mort est d'ailleurs le moteur de tout ce que je fais. Vous croyez que vous avez trouvé le grand amour? Je pense pas. Ça serait déjà arrivé. Un jour, Ah, Elodie Frégé. mon prince viendra. Bien. Un jour, on s'aimera. Ah, vous êtes jeune encore, 27 Mais nous, on ans. l'a trouvé, l'amour, Nikos. Oui, bon, un peu plus tard. Mais bon, voilà, il faut attendre, patience. Et faites patience. croquer un peu les copains. Alors, je rappelle le titre de votre livre, donc, qui s'appelle Télé-réalité, le manuel pour percer chez
Hugo et compagnie. Vendez-le-moi, votre bouquin. Dites-moi en 1 minute, 2 minutes, pourquoi je devrais l'acheter. Allez-y. Alors, bah voilà, c'est le manuel, ma foi, corrosif, avec des conseils grotesques à appliquer pour percer en télé-réalité, des conseils qui sont parfois abominables, les fautes de français à maîtriser, la chirurgie, que faire, refaire, comment conserver sa dignité sur un tournage, enterrer ses crottes dans le jardin pour pas que tes camarades t'accusent. Bon, bref, c'est des conseils grotesques, mais qui finalement sont des vrais conseils à appliquer. C'est quelque chose de très second degré pour enculer les productions avant de se faire enculer. Et voilà, ouais.